Ça va? C'est pas trop fort? Si, un peu? Non, ça va. Non, c'est bon. Ça va? On n'a pas la même voix. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Et on est content d'avoir Franck Chauveau avec nous aujourd'hui pour nous parler de la fin du gaz russe. Point d'interrogation, oui. Et je voulais juste le remercier de venir aussi souvent, parce que ça fait combien? 12 fois? C'est la 13e. 13e fois. Incroyable. Et la première fois, c'était en 2009, pour le changement climatique. En 2011, encore 40 ans de pétrole. En 2012, on a parlé de la voiture électrique, que on ne connaissait pas du tout. 2013, quelle énergie en 2050? 2014, le gaz de schiste, qui en veut? 2015, c'était Fukushima, 4 ans après. 2015, 2 fois, puisque c'était les enjeux de la COP 21. 2017, le LIFI, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est quoi? 2022, où en est le Grand Paris? 2024, comment faire pour diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre au JO? Et aujourd'hui. Donc merci beaucoup de venir à chaque fois avec des... Il y en a certaines qu'on peut revoir encore, justement. Oui, oui, qui sont enregistrées, qui sont filmées. Depuis qui quand? sont sur le site. Depuis... Je ne sais pas quand. La première, c'était 2018, je crois, la première. 2018. Oui, donc il doit y en avoir quelques-unes sur le site, alors. Merci à vous, donc merci à l'Université populaire de Saint-Michel-sur-Orge de m'accueillir. C'est ce que je dis à chaque fois, j'ai été élevé à 200 mètres d'ici, voilà, en haut de la rue Saint-Saëns, un petit truc qui s'appelle Allée des Pins. Et ma mère me promenait dans le bois des Roches avant que les bâtiments soient construits. Vous voyez, j'ai une longue longévité sur le secteur. Alors effectivement, 2009, on avait évoqué donc le changement climatique et on aura un petit clin d'œil sur le sujet au cours de la conférence. Je vais faire une première partie que je fais habituellement, donc il y a peut-être des choses que vous avez déjà vues, mais ça pose un peu le contexte et ensuite les échanges qu'on aura à la fin de la conférence. Et ensuite on zoomera un peu plus sur l'énergie de manière globale, et puis l'Europe, puisqu'on parlera beaucoup d'Europe pendant la conférence sur les 3 grandes énergies, pétrole, gaz, charbon, et on verra ensemble où on en est de ces consommations et des sources. On va démarrer par un petit clin d'œil sur justement ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Merci. C'est-à-dire la conférence de 2015, la COP 21, où il y avait une grande victoire, puisqu'il y avait une signature d'un grand nombre de pays pour s'accorder sur le fait qu'on devait ne pas dépasser 2 degrés de changement climatique, voire aller vers le 1,5 degré. C'était un peu comme ça que c'était rédigé. L'objectif, c'était pas de dépasser 1,5. Donc depuis quelques jours, on voit Laurent Fabius sur les plateaux de télé qui justement reparle de cette conférence. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Parce que la conférence de la COP 30, donc 10 ans après, c'était moins la fête. Ça n'a pas fait la une de la presse. Là, on a juste un petit encart dans le journal Le Monde, puisque l'actualité présente fait que ces sujets sont maintenant en deuxième plan, malheureusement. Donc on voit ici le désespoir dans le regard du président de la COP 30 qui se dit mais comment on va y arriver? Je trouve que la photo est assez parlante, puisqu'effectivement quand on zoome un peu, on voit que les négociations se sont terminées sur un texte qui était décevant pour les Européens, qui ont essayé de bloquer jusqu'au bout pour que la sortie des énergies fossiles soit inscrite dans ce texte, et malheureusement ça n'a pas été le cas. On a les énergies fossiles qui n'ont pas été inscrites. On reste muet sur le sujet de ces énergies fossiles. Alors on peut se dire, ça fait 30 ans qu'on en parle, et
du coup, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous si accros aux énergies fossiles? Donc c'est là qu'on va faire un petit peu d'histoire et remonter dans le temps. Et remonter dans le temps de manière très forte, puisqu'on va remonter 6 millions d'années en amont, au moment où donc la branche Homo s'est écartée de la branche des grands singes. Et depuis 6 millions d'années, finalement, ce qu'on utilise le plus, eh bien, ce sont nos muscles. Donc c'est l'énergie de nos muscles qui, pendant 6 millions d'années, nous ont permis bien de chasser, de nous vêtir, d'avoir une vie sociale, de construire des abris, d'avoir une vie collective, parfois pas simple, mais en tout cas construite. Et puis, il y a 450 000 ans, il y a eu une première révolution extrêmement importante pour l'être humain, puisque c'est la domestication du feu, avec la possibilité de le créer de différentes manières. Et cet apport de feu nous a permis d'avoir de la sécurité pour éloigner par exemple les bêtes fauves, d'avoir de la chaleur, donc ça veut dire d'occuper des territoires où vous avez peut-être plus froid. Avec cette chaleur, on peut faire de la cuisson aussi, donc ça veut dire qu'on élimine des parasites, on peut fumer de la viande, donc on peut conserver de la viande. Tout ça, ça va permettre au cerveau de se développer dans de bonnes conditions aussi. Et puis on a accès à de l'hygiène, on peut faire bouillir de l'eau en mettant des pierres brûlantes dans de l'eau, on peut du coup stériliser, on peut soigner aussi des plaies grâce à ça, on développe tout un tas de techniques avec ce feu de bois. Et puis on peut améliorer la chasse en durcissant les pointes de lame, en les passant dans le feu. Et on consomme déjà beaucoup d'énergie du coup, puisque 1 mètre cube de bois, c'est 2000 kWh, donc tous les jours, chaque tribu consomme déjà pas mal d'énergie. Alors après, arrivé à l'Antiquité, on va développer les énergies renouvelables. Donc on va être dans le monde des énergies renouvelables. On va utiliser bien sûr le vent pour la navigation à voile, pour transporter les marchandises d'un pays à l'autre, notamment, ou sur les rivières. Et puis on a l'attraction animale pour labourer les champs, pour transporter le foin ou la paille, ou les céréales. Les céréales transportées jusqu'au moulin, et ça c'est le vent qui va faire tourner les moulins. Et on va pouvoir moudre les céréales pour utiliser de la farine, pour faire du pain, pour faire tout un tas de choses. On va utiliser aussi l'énergie au fil de l'eau, c'est très important. Donc on met en place des petites usines au fil de l'eau qui sont entraînées par des roues à eau, et là-dedans on va avoir des métiers à tisser, on va avoir des marteaux-pilons, on va avoir tout un tas de machines qui vont être activées par ce fil de l'eau. Et puis bien sûr, quelque chose qui est très important, c'est le charbon de bois, donc une énergie renouvelable, parce que quand on coupe du bois, on a une chance qu'il repousse un jour, et donc on va restocker du carbone. Et donc le charbon de bois, c'est ce qui va permettre notamment d'avoir accès à du fer en grande quantité, et le fer, ça va, depuis l'Antiquité, ça va prendre une place de plus en plus importante dans la guerre, notamment, dans la construction, dans le transport, pour faire des essieux, pour faire tout un tas de choses. Voilà, donc dans nos régions, les énergies renouvelables sont présentes, mais la vie n'est pas simple. La vie n'est pas simple. Parce que, par exemple, en 1700, il y a 67% de la population qui est dans les champs, avec des travaux très très durs. C'est 12 heures par jour à manœuvrer la faux ou la pioche. Les temps sont compliqués, sont durs. Le travail, c'est 6 jours sur 7, 12 heures par jour pour tout le monde. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'indemnité de chômage, il n'y a pas de chauffage central, il faut aller chercher son bois dans la forêt. Il n'y a pas d'appareil électroménager, généralement on fait deux lessives par an. Il n'y a pas d'école pour les enfants, qui sont en capacité de porter des petites choses, ils vont le faire jusqu'à ce qu'ils ne soient plus en état de le faire non plus. Et puis il n'y a pas de réserve de nourriture, très peu de viande, donc à chaque fois qu'il y a des années où il fait plus froid, où il n'y a pas le même accès aux ressources, il y a des famines, il y a des gens qui meurent, les plus faibles notamment. Il n'y a pas de divorce non plus, parce qu'avoir 2 logements, c'est inabordable. Donc on reste ensemble, même si on ne s'entend pas. Donc les conditions dans le couple sont parfois un peu compliquées. Les soins médicaux sont quasi inexistants. On n'a pas la chance d'avoir, comme nous,
un petit Doliprane pour nous soulager de petites douleurs. Quand on va se faire arracher une dent, ben voilà, on souffre. Il n'y a pas d'hygiène non plus, on n'a pas accès à tous les produits phytosanitaires qui nous permettent d'avoir un intérieur très, très propre, d'avoir des vêtements où il n'y a pas de tiques, de poux, de vers, de puces. Donc on se grattait beaucoup pendant des siècles, on s'est beaucoup gratté. Et puis il n'y a pas de moyens pour lutter contre les épidémies. Il y a des grandes épidémies de peste qui parcourent le Moyen-Âge. Par exemple, celle-ci, là, c'est un tableau de Marseille où une vague de la peste en 1720 décime la moitié de la population de Marseille. Donc à chaque fois, on est sur des pandémies très très lourdes. Voilà, donc on est avec des énergies renouvelables, mais les temps sont quand même durs. Et ce qui fait que l'espérance de vie, elle est très, très basse, en fait. Donc en 1750, par exemple, on a une espérance de vie de 30 ans. Et puis, la moitié des enfants mouraient avant l'âge de 10 ans, au XVIIIe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle. Donc on est sur des taux de mortalité extrêmement importants. Et on voit que à partir de 1800, on a l'espérance de vie qui augmente fortement avec... l'espérance de vie des femmes qui augmente un peu, mais je crois que ça se resserre un peu en ce moment. Voilà, donc quelque chose qui n'est pas forcément très simple, et malgré l'utilisation des énergies renouvelables, eh bien c'est pas suffisant. Il nous faut encore plus d'énergie. Et certaines communautés humaines que nous sommes, les pays occidentaux, on épuise aussi les stocks d'énergie de surface. Ce qui fait que par exemple, on va en allant chercher le charbon de bois, eh bien on va faire beaucoup de déforestation, parce qu'il nous faut d'énormes quantités de bois. Vous savez comment on fait du charbon de bois, on met du bois, on étouffe le feu, on recouvre, on le met à l'étouffer, et puis on récupère le charbon, et on le met dans des sacs, et puis après, bien sûr, on le transporte. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de beaucoup de fer, on a de plus en plus besoin de fer, et à chaque fois qu'on fait fondre du fer, qu'on a la nécessité d'avoir un foyer pour faire du fer, eh bien on va consommer beaucoup d'énergie, et donc on va consommer beaucoup de bois. Ce qui fait que la surface de la forêt, depuis l'Antiquité, va être divisée par 4, notamment en France. On a une surface en millions d'hectares qui s'écroule complètement pour tomber à 10 millions, à la vers le XVIIIe siècle. Alors, ce qui est assez terrible, c'est qu'on va utiliser aussi les animaux pour s'éclairer, par exemple. Donc on va aller chercher des baleines dans les mers et les océans. Et puis ces baleines, par dizaines de milliers chaque année, on va faire fondre la graisse. On va mettre la graisse de l'huile, la graisse transformée en huile dans des tonneaux qui vont arriver dans les grands ports qui accueillent les bateaux, les baleiniers. On va mettre tout ça dans des petites fioles qui seront vendues. Et puis on va alimenter nos petites lampes à huile pour s'éclairer. Donc jusqu'au XIXe siècle, les baleines vont vivre un moment de destruction extrêmement important pour qu'on puisse nous s'éclairer dans les pays dits développés. Alors on va aller beaucoup plus loin puisqu'on va mettre en place quelque chose qui est dans le domaine de l'affreux, peut-être au paroxysme. C'est bien sûr la triangulation avec la traite des Noirs, ce qu'on appelle la traite des Noirs. Donc on va chercher des esclaves qu'on vient capturer dans les villages d'Afrique, et puis on les emmène pour travailler sur toute la côte américaine, Amérique du Sud, Amérique du Nord, pour travailler dans des plantations, canne à sucre, coton, etc. Et donc c'est sur 3 siècles, c'est 10 à 15 millions de personnes qui sont arrachées au continent africain pour finalement aller travailler dans ces plantations. Alors on va chercher ces hommes et ces femmes non pas parce qu'ils ont un esprit développé, ou c'est uniquement parce qu'ils ont des muscles, donc ils ont de l'énergie à apporter au système productif que nous avons développé, nous avons colonisé,
toutes ces régions et qui avons besoin d'un appareil productif important. Alors, ça allait assez loin, hein, puisque pour transporter des esclaves, eh bien, on a même des graphiques qui montrent comment on peut étaler comme ça 300 esclaves dans un bateau pour bien les compresser et arriver à les transporter dans de bonnes conditions. Et puis, vous avez ici la photo de la dernière boutique où on pouvait s'acheter un esclave aux États-Unis. Donc, c'était à Atlanta en 1863. Donc, c'est pas si vieux que ça, effectivement. Alors, on a pu se passer de ces esclaves et on a pu éviter de tuer des baleines, on a pu éviter de brûler nos forêts à cause d'un grand tournant au XIXe siècle, puisqu'au XIXe siècle, on va exploiter pour la première fois un stock d'énergie fossile. Donc on ne va pas se contenter de ce qu'on a en surface, on va aller le chercher sous terre. Et donc c'est le charbon. C'est le début de l'exploitation du charbon avec les mines de charbon. Et donc les techniques évoluant, la maîtrise des chariots, du fer, on va urbaner, on va créer les conditions pour une exploitation industrielle de ces mines et ça va démarrer très fortement en Angleterre, notamment, qui est le premier pays à faire exploser cette consommation de charbon. Et là, c'est la révolution parce que du coup, cette énergie abondante, du coup, pas trop chère parce que les mineurs sont payés à coups de lance-pierre, eh bien, va nous permettre de construire des machines, donc encore du fer, et de brûler ce charbon pour faire de la vapeur. Et grâce à la vapeur, on va pousser des pistons. Et grâce aux pistons, eh bien, on va faire manœuvrer tout un tas de machines. Donc ça va être des tracteurs à la place de la traction animale. Ça va être bien sûr des locomotives à vapeur pour transporter sur de longues distances beaucoup de tonnes de marchandises. Ça va être les navires à vapeur qui vont remplacer les bateaux à voile. Et puis bien sûr, toutes les petites usines de fil de l'eau qui fonctionnaient avec des roues à eau, on va pouvoir les installer n'importe où, puisqu'il suffit d'emmener du charbon à un endroit où il y a une machine à vapeur, et on va pouvoir mettre en place des ateliers, donc dans des lieux où il n'y avait pas de rivière, pas de fleuve, et bien on va installer des machines. Et du coup, ça va sauver la forêt en France, puisque l'arrivée du charbon va nous permettre de retrouver des zones boisées, alors qu'avant, on a retrouvé des écrits au Moyen-Âge qui disaient qu'il fallait qu'ils attendent 10 ans que le bois est repoussé pour refaire fonctionner la forge, puisqu'effectivement, il fallait du bois autour pour refaire fonctionner la forge, donc on sauve les forêts. Alors malheureusement, on ne s'est pas contenté du charbon, on a consommé toujours plus d'énergie depuis un siècle et demi, donc au début, il n'y avait que du bois, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on utilisait du bois alors qu'on brûlait directement ou qu'on transformait en charbon de bois. Et puis on a commencé au milieu du 19e siècle à exploiter le charbon, c'est ce que j'évoquais, et puis depuis, on n'a pas arrêté de diminuer, de consommer toujours plus de charbon. Ensuite, on a eu les premiers puits de pétrole aux États-Unis. Rockefeller a commencé à avoir la possibilité de vendre son pétrole un peu partout. On a commencé à mettre au point le moteur à explosion, qui était beaucoup plus pratique, difficile à mettre au point, mais beaucoup plus pratique que le moteur à vapeur. Et du coup, la densité du pétrole fait que dans un litre de pétrole, vous avez énormément d'énergie, beaucoup plus que dans des kilos de charbon. Et donc ça s'est trouvé très utile pour tout ce qui est transport, et donc le pétrole a augmenté de manière très très forte en consommation et a accompagné tout le développement du XXe siècle avec toute la partie transport, puisque maintenant c'est l'énergie qu'on consomme le plus dans le monde, pour les navires, les bus, les cars, les camions, les voitures et autres. Ensuite, on a le gaz naturel. On ne savait pas trop l'exploiter au début parce qu'on ne savait pas le transporter, donc on le brûlait. C'est pour ça qu'il y avait des torchères. Souvent, le gaz, c'est l'aboutissement ultime de la transformation des résidus pétroliers c'est la molécule la plus simple en hydrocarbures. Et donc le gaz est souvent associé au pétrole lorsqu'on fore, pas que, mais ça arrive. Et du coup, une fois qu'on
on a pu le transporter, eh bien c'était une matière qui avait de la valeur. À partir du moment où ça a de la valeur, on le transporte et on le vend. Et du coup, on a eu l'exploitation du gaz de manière très forte. On retrouve ensuite l'hydraulique avec les grands programmes de barrage du XXe siècle. Le nucléaire qui a toujours vécu aux fluctuations en fonction des incidents qu'il y a eu progressivement. Il est toujours resté à peu près à 6% là, depuis 30 à 40 ans. Et puis on retrouve ici les nouvelles énergies renouvelables, éoliens, solaires photovoltaïques et autres, mais qui sont pour l'instant à la marge de la consommation d'énergie globale que nous avons, puisque 80% de l'énergie que nous consommons actuellement, c'est bien de l'énergie fossile. Alors cette énergie, eh bien, elle a permis de complètement transformer notre mode de vie. Ça a tout changé, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, 67% des personnes étaient dans les champs en 1700, et en 2021, il n'y a plus que 1,9% de la population qui est dans les champs, grâce justement aux engrais, aux pesticides, aux tracteurs, aux moissonneuses, etc. Donc il n'y a plus besoin de beaucoup de gens pour produire suffisamment de nourriture pour nourrir la population. Et donc la population, elle fait autre chose. Et principalement, elle est dans des domaines tertiaires, devant des écrans, qui eux-mêmes consomment de l'énergie et il faut du pétrole. Donc un ordinateur comme ça, pour le construire, il faut 100 litres de pétrole, par exemple. Voilà. Du coup, on consomme beaucoup d'énergie. On en consomme 38 000 kWh en moyenne par an et par Européen. Et si on traduit ça finalement en esclave énergétique, puisque un homme c'est à peu près 10 watts dans les bras et 100 watts dans les jambes, donc on peut traduire ça facilement en kilowattheure, eh bien on a à peu près, nous Européens, 400 esclaves à notre disposition en permanence, qui travaillent pour nous pour faire en sorte que par exemple on ait 20 degrés dans cette pièce alors qu'il ne fait pas 20 degrés dehors, qu'on peut regarder un vidéo projecteur là, avec une magnifique lampe qui doit faire 300 watts, etc. etc. Voilà, on a tous des moyens de transport élaborés. Voilà. Donc le système productif, il ne se nourrit pas d'argent, il se nourrit d'énergie, on l'oublie souvent, on dit souvent... Tout ça, ça tourne avec des euros. Les euros, c'est que des 0 et des 1 sur des ordinateurs. Ce qui alimente le système productif, c'est que de l'énergie. Et cette énergie, elle permet d'avoir accès à tout ce qu'on connaît en termes de confort, ou de bien-être, ou de bien matériel, si on veut ne pas parler de confort ou autre. Mais ça nous permet d'avoir des écrans de télé, du froid dans notre frigo, chaud quand il fait froid dehors. Ça nous permet d'avoir de la nourriture pas chère dans nos supermarchés, et puis des vacances de temps en temps, et puis des week-ends où on peut partir très loin, justement grâce à ce système productif. Alors, du coup, la conclusion de cette partie-là, c'est que les énergies fossiles font encore actuellement notre mode de vie, puisque 80% de ce qu'on consomme comme énergie, c'est de l'énergie fossile. Eh bien, notre mode de vie est fait par les énergies fossiles. Donc si on repose la question tout à l'heure, mais pourquoi on est tant accro aux énergies fossiles, c'est parce qu'on est très accro finalement à notre mode de vie. C'est-à-dire que se dire comment on révolutionne le système, c'est très compliqué, puisque les autres énergies sont plus compliquées à aller chercher, à produire, etc. Tout ça a été produit, charbon, gaz, pétrole, je rappelle, c'est des résidus d'êtres vivants qui se sont enfouis dans le sol, depuis 500 millions d'années, et grâce à la chaleur et à la pression, tout ça s'est transformé en goudron, en pétrole lourd, en pétrole léger, en gaz, etc. Donc les énergies fossiles, ce sont des résidus d'êtres vivants que l'on brûle finalement gratuitement, parce qu'il y a juste à forer, à creuser et à les brûler. Alors tout ça a des conséquences, malheureusement. Donc on a ici le niveau de CO2 dans l'atmosphère depuis 800 000 ans. 800 000 ans, vous voyez, ça commence déjà à faire. Alors on est capable de déterminer le taux de CO2 dans l'atmosphère sur des périodes aussi longues, puisqu'on fait des forages, notamment en Antarctique, dans la glace, sur des profondeurs très importantes. Et quand on analyse les microbulles d'air qui ont été emprisonnés au moment
où la glace s'est formée, eh bien on remonte le temps. Donc plus on creuse profond, plus on va remonter le temps, et on est capable de déterminer très précisément les taux de CO2 dans l'atmosphère. Voilà, qui est corrélé à la température qu'on retrouve à la surface. Donc il y a une corrélation entre le niveau de CO2 et la température sur Terre. Donc ça c'est le niveau moyen. Vous voyez, on se baladait lorsqu'il y avait des périodes de glaciation, on descend à 200. Alors là c'est des ppm, parties par million. Donc par million de molécules d'air, c'est le nombre de molécules de CO2. Et vous avez des moments où on descend à 200, des moments où on monte à 280. Alors actuellement, on est à 427 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. En 2009, quand j'ai fait ma première conférence, c'était ici. Alors, je ne sais pas si c'était ici, c'était un peu plus loin, mais c'était à Saint-Michel-sur-Orge. Sur le changement climatique, on était à 380 ppm. Donc vous voyez, en 15-17 ans, on est passé de 380 déjà à 427. Je me souviens avoir dit en 2009 dans cette instance que quand on passerait les 400, bah, ça ferait du bruit, qu'il y aurait des articles de presse comme quoi ça y est, on a atteint les 400 ppm, ce qui n'a pas été vu depuis des millions d'années, parce que si on remonte même à 3 millions d'années, on n'a jamais atteint des niveaux de CO2 pareils. Et puis on est passé par les 400, et voilà, l'actualité a fait balayée par l'information qui chasse l'autre, et on est à 427, et chaque année je rajoute 1, 2, 3 ppm régulièrement. Voilà, donc la conséquence est là, c'est qu'on est en train de créer quelque chose qui, à l'échelle de la planète, peut avoir des conséquences extrêmement fortes. Et ce qu'on peut se dire, mais il n'y aura peut-être pas suffisamment d'énergie fossile pour qu'on aille vers la catastrophe quand même. Alors malheureusement, si on prolonge la courbe de tout à l'heure, avec le pétrole, le gaz et le charbon, alors c'est inversé, le charbon était en bas, mais le charbon maintenant il est en haut parce qu'il y a d'énormes quantités de charbon sur Terre. Le charbon, ce sont des grandes forêts au carbonifère, donc il y a 300 millions d'années. À cette époque-là, il y avait des grands marécages sur les terres qui étaient émergées, et les grands arbres, quand ils mouraient, ils tombaient. Et à cette époque-là, les champignons, etc., n'étaient pas capables de détruire les fibres des arbres, donc ils restaient intacts, ils s'enfonçaient, et c'est ce qui fait maintenant les veines de charbon dans le sol. Donc ce sont des restes d'arbres, en fait. Et il y avait beaucoup de forêts pendant des dizaines et des dizaines de millions d'années, ce qui fait que les quantités de charbon sur Terre sont vraiment énormes. Donc on est capable d'aller très très loin dans les niveaux de CO2 qu'on peut avoir dans l'atmosphère. Alors il y en a qui nous tirent la sonnette d'alarme de temps en temps, c'est le GIEC, qui donc est le groupement international pour l'étude du climat, donc qui rassemble régulièrement dans un rapport les publications en lien avec le changement climatique, et la courbe que vous connaissez certainement, qui est celle-ci, et qui dit, en fonction des différents scénarios justement que nous, terriens, nous allons adopter dans nos modes de vie dans les années qui viennent, on peut avoir un réchauffement climatique qui s'arrête à 1,5 degré, à 2 degrés, ou qui peut monter jusqu'à 5 si on continue comme on le fait actuellement. C'est pas comme on le faisait il y a 10 ans, c'est comme on le fait actuellement. Donc 1,5 degré, c'est déjà trop tard puisqu'on y est déjà. Et les 2 degrés, on peut essayer de les éviter, mais la pente pour y arriver est très très forte. Alors, je le redis ici, mais je l'ai déjà dit dans ces conférences, on peut se dire 5 degrés, s'il fait 18, on sera à 23, c'est pas mal. Le problème, c'est que à la dernière glaciation, sur Terre, il y avait 5 degrés de moins. Donc on est en moyenne actuellement à 16 degrés, 16 degrés 5, on était à 15 degrés avant qu'il y ait le début du réchauffement climatique, et donc il faisait à peu près 10 degrés, 10-11 degrés sur Terre, enfin 10 degrés. 10 degrés sur Terre, la France c'était ça, c'est-à-dire c'était la toundra, la Terre était gelée 8 mois par an, il n'y avait pratiquement aucun arbre, et il était impossible de faire de la culture
sur le sol français. Les conditions, donc les glaciers descendaient jusqu'à Lyon, il y avait 3 à 4 km de glace, de hauteur de glace sur le nord de l'Europe. On pouvait aller à pied en Angleterre, puisque la mer était 120 mètres plus bas, avec ces énormes quantités de glace qui étaient sur le Canada et la Russie jusqu'en Angleterre. Voilà, donc le monde à moins 5 degrés, c'était ça. Donc on peut imaginer le monde avec plus 5 degrés, le changement que ça peut avoir. Alors on retrouve ici nos scénarios, donc ce sont des scénarios de mode de vie, on va dire, avec des scénarios où on est très très fort sur l'arrêt des émissions de CO2 jusqu'au dernier scénario où on laisse les choses se faire. Et du coup, la courbe qui est pendante de celle-là, c'est quelle trajectoire on doit avoir en émissions de CO2 jusqu'en 2100. Donc si on prend le scénario qui nous permettait de rester à 1,5 degré de changement climatique, eh bien, il aurait fallu avoir une neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire qu'en 25 ans, il faut éliminer complètement gaz, pétrole, charbon de notre consommation. Et si on veut rester à 1,5, il faut même descendre dans le négatif, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des moyens de stockage de CO2 en plus, c'est-à-dire planter énormément de forêts, etc., pour rester en dessous des 1,5. Les 2 degrés, vous voyez, la pente est quand même sévère aussi, et on est à peu près sur le même scénario de stockage de CO2 après 2050. Et puis, il y a des scénarios où on laisse faire, donc les émissions de CO2 continuent à croître énormément jusqu'à, on va dire, 2070, puisque vous avez vu, il y a quand même les quantités de charbon, à un moment donné, finissent par décroître. Donc on ne peut pas faire non plus monter la courbe au-delà de nos réserves de charbon. Donc à partir de 2075, ça se stabilise, mais à un niveau qui est très très élevé, qui nous emmène vers du 5 degrés de changement climatique. Alors ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que la pichenette qu'on est en train de donner à la toupie Terre, elle va se balancer un bon moment avant de retrouver un point d'équilibre, en fait. Et la température sur Terre n'arrivera à son point d'équilibre que dans 3-4 000 ans, le temps que les glaces qui devaient fondre soient toutes fondues, au niveau du réchauffement qu'on aura induit, et il faut attendre le brassage complet des grands courants marins qui parcourent le globe et qui mettent à peu près 1000 ans pour faire le tour de la Terre. Donc il faut 2 brassages pour que l'océan retrouve une stabilité de température et que l'ensemble ensuite des glaces qui devaient fondre ait fondu. Voilà, donc on verra, la pichenette en 200 ans d'émissions de CO2 qu'on a imprimé à la planète, on verra que dans 3-4 000 ans, les résultats de ce qu'on a produit en 200-300 ans. Voilà, donc j'en arrête là avec le changement climatique parce que c'était pas la conférence de ce soir. Juste un petit clin d'œil sur le fait que c'est quand même d'actualité, puisque tous les mois il y a une catastrophe, un truc qui nous alerte sur le fait que les cyclones sont de plus en plus puissants, que les inondations dans des pays sont de plus en plus puissants. Donc on a effectivement l'inondation qui a eu lieu il y a quelques jours dans tout le sud-est asiatique, ça a balayé 4-5 pays et qui a fait plus de 1000 morts, donc on est sur des choses assez fortes. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à chaque degré supplémentaire de réchauffement climatique, on stocke 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère, et donc ça veut dire qu'il faut bien que ça retombe quelque part, donc il y a plus de précipitations à des endroits où ça doit tomber. Alors si on regarde nos émissions de CO2 par origine de gaz, d'énergie fossile, on a vu tout à l'heure que les courbes de consommation d'énergie étaient très fortes, donc la courbe qui va avec, c'est les émissions de CO2, bien entendu. Donc on voit ici les émissions de CO2 de gaz qui augmentent, les émissions de pétrole et les émissions de charbon, avec, vous voyez, des petits trous, donc c'est les petits trous les petites descentes liées à l'épisode de la Covid, qui a mis à l'arrêt pendant quelques mois l'ensemble
du transport aérien, l'économie a ralenti de manière très très forte, et du coup les courbes se sont mises à s'inverser, et c'est finalement la seule année où on était en cohérence avec la trajectoire qu'on aurait dû prendre si on voulait respecter la limitation à 2 degrés de changement climatique. Voilà. C'est pas forcément très facile à faire, puisque on voit que tout de suite on est remonté. Voilà. Alors, on va zoomer maintenant sur l'Europe. Donc l'Europe voilà, est représentative des pays dits industrialisés et consomme son énergie avec beaucoup de pétrole, du charbon, du gaz, des énergies renouvelables et un peu de nucléaire. Mais il y a quand même 70% qui est de l'énergie de l'Europe qui est consommée, qui est de l'énergie fossile. Donc une part extrêmement importante. Voilà. En France, on est à peu près à 60% d'énergie fossile, parce qu'on a une part de nucléaire qui est un petit peu plus importante, même si ça ne concerne que l'électricité. Et ce qu'on consomme le plus en France, c'est pas d'électricité, c'est du pétrole en énergie. Alors si on regarde sur plusieurs années comment ça a évolué, ce qui est en couleur foncée, c'est ce que l'Europe a produit sur son sol, et ce qui est en clair, c'est ce qu'elle est allée chercher à l'extérieur, donc ce qu'elle a acheté en dehors de l'Union européenne. Donc plusieurs choses que l'on constate sur cette courbe. Donc, vous avez ici les énergies fossiles, donc le charbon, on retrouve le pétrole et puis le gaz. Donc ce qu'on voit, c'est que le charbon qui était très haut a diminué, c'est-à-dire qu'on a quand même une trajectoire qui nous permet d'éliminer une bonne partie du charbon en Europe, c'est-à-dire qu'on a transformé nos centrales de production d'électricité en autre chose, notamment en gaz. Et puis donc ça va faire diminuer la part de charbon. La part de gaz et de pétrole diminue un peu, mais pas tant que ça. Ce qui va fortement diminuer, c'est ce qu'on est capable de produire sur le sol européen. Donc la part de la couleur foncée diminue progressivement, alors que la part de la couleur plus claire augmente. Donc ça veut dire qu'on achète de plus en plus notre énergie à l'extérieur. On a de moins en moins accès à de l'énergie que l'on va produire sur notre sol. Donc notre mode de vie, finalement, il dépend à 60% des pays producteurs d'énergie fossile. On était à 70% de consommation d'énergie fossile, il y en a à peu près 10% qui sont produits sur notre sol, donc ça veut dire qu'on en achète 60% à l'extérieur. Donc c'est on est extrêmement fragile du fait que ce qui fait notre mode de vie, donc 60%, ça, il est acheté à l'extérieur de l'Union européenne. Alors on va regarder maintenant les trois énergies, pétrole, gaz et charbon. Et on va commencer par le pétrole. Donc la production mondiale de pétrole brut a atteint un niveau record encore l'année dernière, tous les ans. On consomme plus de pétrole que l'année précédente. Donc on est à 93 millions de barils par jour. Donc en hausse de 0,5, c'était une hausse de 1,2 l'année précédente. Et puis on a les États-Unis qui sont le plus gros producteur donc de pétrole de schiste notamment, avec 20 millions de barils, l'Arabie Saoudite 10 millions, et puis la Russie 10 millions. Alors un petit zoom sur la Russie, puisque vous le voyez, ils sont quand même sous embargo, on est censé ne plus acheter beaucoup de pétrole aux Russes, mais ils arrivent quasiment à produire la même chose entre 2023 et 2024, donc nos embargos n'ont pas un effet extrêmement puissant sur le fait que les Russes ne produisent plus de pétrole. Alors ça s'explique tout simplement parce que les pétroliers russes ont mis en place une flotte fantôme d'une centaine de pétroliers qui parcourent toute la planète et qui partent des grands ports de Russie et qui vont soit directement amener le pétrole aux pays amis, donc qui sont partenaires idéologiques et commerciaux avec la Russie, soit en utilisant ici des hubs de transfert de bateau à bateau, donc qui partent avec un bateau X, ils s'arrêtent dans un port, ils s'accouplent avec un autre pétrolier, transversent
le pétrole. Le pétrole ensuite repart, est vendu sous un autre pavillon, et puis du coup il est blanchi. On ne sait pas trop d'où vient le pétrole, et on croit acheter du pétrole turc ou indien ou autre, alors que c'est du pétrole russe. Ce qui fait que le contournement de la vente du pétrole s'est fait assez facilement pour les Russes en quelques mois. Vous avez ici deux exemples. Avant ça, c'est un transbordement de pétrole russe au large du Maroc. Et puis là, il y a un gros tanker pétrolier russe qui vient accoster sur un terminal en Chine. Voilà, donc côté pétrole, ils ne sont pas trop gênés, les Russes, malgré les embargos européens. Ensuite, le gaz. Alors le gaz, j'ai mis un métallier ici, puisque le gaz, au début, on ne savait le transporter qu'avec des gazoducs. Et puis, on a mis au point, il y a quelques dizaines d'années, des bateaux capables de transporter le gaz sous forme liquide. Donc, on a des bonbonnes ici qui sont refroidies à moins 163 degrés. Et lorsqu'on refroidit à moins 163 degrés, on arrive à maintenir liquide le gaz, donc avoir une très grande quantité de gaz dans un tout petit volume. Enfin, petit volume, mais c'est quand même des gros bateaux, mais disons qu'on est capable de transporter de grosses quantités et du coup de l'amener dans des lieux très précis. Alors, un article ici de février où on met que la France a fortement augmenté ses importations de gaz naturel liquéfié russe, puisqu'effectivement on a augmenté de 80% ces importations de gaz naturel. On peut dire, mais comment ça se fait? En fait, c'est pas forcément qu'on l'a consommé, c'est que nous, on avait déjà des terminaux méthaniers qui étaient bien en place et qui permettaient d'accueillir ces méthaniers. Et puis, ensuite, il faut transformer le gaz liquide en gaz pour le réintroduire dans des gazoducs. Et ça, on a les technologies pour ça sur nos ports. Et donc, on a pu accueillir du gaz qui ensuite est reparti dans les autres pays européens via des gazoducs. Donc on a eu un effet inverse de ce qui se passait depuis 40 ans, où le gaz russe arrivait par les gazoducs qui traversaient l'Allemagne, l'Ukraine, etc. Et puis maintenant, ça arrive principalement par des cargaisons de gaz naturel liquéfié. Alors l'avantage de la cargaison de gaz naturel liquéfié, c'est un peu comme le pétrole. On ne sait pas trop, la molécule, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de spécificité, donc elle peut venir de n'importe quel pays. Donc on peut tout à fait vendre du gaz à l'Inde, qui repart avec un autre méthanier vers l'Europe, et acheter finalement du gaz russe sans le savoir. Voilà, donc du coup, la Russie, bien sûr, baisse sa fourniture de gaz à l'Europe, mais on est encore sur des pourcentages importants, on est à 8%, donc on a du mal à se passer complètement du gaz russe. Alors, le 3 décembre, donc vous voyez, il y a très peu de temps, donc les États membres de l'Union européenne ont adopté un nouveau paquet de résolutions qui vise à arrêter complètement les importations de gaz naturel liquéfié d'ici fin 2027. Donc ça veut dire qu'en 2 ans, on sera capable de se passer de 8% de notre approvisionnement en gaz. Donc, le challenge, il est extrêmement fort et extrêmement important. Alors, ça pour les Russes, c'est pas très important, puisqu'ils sont en train de créer des gazoducs avec la Chine. Là, ils avaient déjà signé pour avoir des gazoducs qui passent par le Kazakhstan notamment, et puis un qui partait du centre de la Russie. Et là, ils viennent de décider de construire le Power of Siberia 2, là, qui va partir des gros champs gaziers russes qui sont ici, qui nous alimentent. Hein. C'est ces champs-là qui alimentent notamment l'Allemagne, qui est un gros consommateur de gaz russe. Et donc du coup, ils auront 2 clients. Donc, ils vont pouvoir choisir si le gaz il part plutôt vers l'est ou il part plutôt vers l'ouest. Donc ils vont nous tenir par la barbichette, je pense, pendant quelques années. Donc effectivement, il y a urgence à être autonome sur un plan de nos achats de gaz. Alors il y en a un qui a le sourire là-dedans,
à mort. Ils rigolent, puisque effectivement, moins on consomme de gaz russe, plus on achète du gaz américain. Donc les États-Unis livrent maintenant 15 milliards de mètres cubes de GNL en plus à l'Europe. Il est prévu, dans les accords qu'on avait signés avec eux il y a déjà 1 an et demi, que ça monte à 50 milliards de mètres cubes par an en 2030. Alors il faut savoir que ça le fait d'autant plus sourire que le gaz, il est resté 2 fois plus cher qu'avant la crise énergétique de 2022, avant la guerre en Ukraine. Donc on est sur un gaz là qui est très cher et du coup qui est très rentable à produire, même avec des conditions de production qui sont très coûteuses. Voilà, donc c'est pas rien pour nous, puisque, je le disais tout à l'heure, on importe beaucoup d'énergie de l'extérieur, des frontières de l'Union, et on en achète pour beaucoup de milliards de dollars, puisqu'on achète pour 435 milliards de dollars par an d'énergie fossile à des pays producteurs. Donc ça va du Qatar aux États-Unis, à la Russie, à l'Arabie Saoudite, etc., si on comprend toutes les énergies fossiles. Mais c'est par exemple 100 milliards de plus que ce que l'Union européenne dépense pour sa défense. Pour la défense, on est à 300 milliards par an. Donc imaginez si ce coût-là est multiplié par 2, parce que tout à coup les producteurs disent on ferme un peu le robinet pour faire monter les prix, ou s'il y a une très grande crise internationale, pouf, on se retrouve avec 800 milliards à payer, et toute notre capacité d'investissement, soit dans des infrastructures routières, soit dans la fibre optique, soit etc., est mise à mal. Donc on est très dépendant de ce qui va se passer dans ces... Enfin, on est très dépendant de l'extérieur. Alors, on a prévu, avec la mise, le couteau que Trump nous a pointé avec ses taxes douanières, donc à l'été, on a promis, du coup, on a dit ok, on reste à 15% pour nous, et on promet d'acheter 250 milliards de dollars par an d'énergie fossile à Trump, enfin aux États-Unis, pardon. Alors, quand on regarde des chiffres, c'est pas possible, en fait. On a signé pour lui faire plaisir, puisqu'on est à 435, c'est impossible que la moitié de l'achat des énergies fossiles viennent des États-Unis. Il n'y aura pas assez d'infrastructures de transport de pétrole, de gaz, etc., pour faire venir tout ça. Surtout qu'il y a des contrats de long terme qui sont déjà signés. Ce sera un bordel monstre sur un plan de la relation commerciale. Donc ce ne sera pas possible. Ça sera haut, mais ce ne sera pas possible de monter à 250 milliards. Alors c'est d'autant plus dramatique, et ça personne n'en parle, je ne le vois jamais dans la presse, c'est que le gaz de schiste et le pétrole de schiste aux États-Unis, c'est une catastrophe pour le climat. C'est-à-dire que aller chercher du gaz aux États-Unis dans la roche schisteuse, ça suppose de faire éclater la roche sur plusieurs kilomètres, et donc d'injecter de l'eau sous pression qui est gavée avec tout un tas de produits, notamment avec du sable, pour conserver les microfractures. Et donc il faut beaucoup d'eau, beaucoup de camions pour amener toute cette eau sur chaque site, pour des puits qui vont avoir une durée de vie de 2 ans, puisque une fois qu'il a produit du gaz pendant 2 ans, il ne produit plus que 20% de ce qu'il produisait au début, il est plus rentable, et on le ferme. Et donc on va forer 1 kilomètre plus loin pour refaire une fracturation hydraulique. Une fois que le gaz y sort, il faut le transporter par camion jusqu'à des trains qui eux-mêmes vont le transporter jusqu'à un port où il va être compressé, donc à nouveau consommation d'énergie, pour être mis à moins 163 degrés sur un panier, et à l'arrivée, il faudra à nouveau de l'énergie pour le décompresser, pour le remettre en gaz. Et là, il y a énormément de fuites. Et comme le méthane, c'est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2, quand on fait le calcul de toute la chaîne d'émissions de CO2, indirecte ou directe, en lien avec la fracturation hydraulique de gaz ou de pétrole, c'est comme si on brûlait du charbon. En fait. Et ça, tout le monde, on le verra pas sur les courbes, puisqu'on continue à utiliser les courbes d'émissions de CO2 du gaz habituel. On le verra simplement dans mes 427 ppm, là, dans un an ou deux, on va commencer à dire, tiens, on augmente plus que d'habitude. D'où ça vient? Ben voilà, ça vient de là. Du coup, la Russie, elle ne nous vendait pas que du gaz, elle nous vendait aussi 45% de nos importations de charbon.
Donc on était très dépendant du charbon. Et là, on arrive à se sourcer ailleurs, parce que comme je disais tout à l'heure, du charbon, il y en a partout. C'est facile à transporter et c'est pas cher. Alors du coup, on le transporte peu, parce que comme il est pas cher, le transport coûte plus cher que la matière elle-même. Donc il est consommé et produit très localement. Mais la consommation mondiale de charbon a atteint son plus haut niveau, là aussi, 8,7 milliards de tonnes en 2024, battant à nouveau le précédent record de l'année précédente. Et la Chine, à elle seule, est responsable de plus de la moitié de la consommation mondiale de charbon. Et pendant 40 ans, ils ont construit des centrales électriques qui brûlaient du charbon. Tout ça, c'est un appareil qui existe et qui fonctionne. Et donc, ça continue à avaler des millions de tonnes de charbon chaque année. Et l'Inde a dépassé la consommation combinée de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Donc ça veut dire que l'Inde, malheureusement, est en train de prendre la même voie que la Chine. Et donc on aurait tous intérêt à l'aider à ne pas passer par la case carbone, mais à passer par autre chose dès maintenant. Sinon, ça va être très compliqué. Alors l'Agence internationale de l'énergie, notamment, estime que les exportations russes ont diminué cette fois-ci. Là, il y a eu un impact notable de 30 millions de tonnes en 2024, ce qui fait qu'on a une baisse de 15% par rapport à 2023. Et il y a quand même un contournement des sanctions, c'est-à-dire qu'il faut se méfier de ces chiffres, parce que le charbon peut nous revenir, c'est ce que je disais tout à l'heure, aussi avec un autre drapeau, alors que c'est du charbon russe qui est passé par d'autres pays, et il nous est vendu comme du charbon qui n'est pas forcément russe. Donc il y a notamment la Turquie, les Émirats Arabes Unis et Hong Kong, qui servent de hub pour réexporter le charbon russe vers d'autres marchés. Et comme la Russie a du mal à vendre son charbon, elle le vend pas cher, il y a des rabais de 30 à 50%, donc tout le monde en veut, du coup, tout le monde veut acheter actuellement tous les pays qui considèrent qu'il n'y a pas de sanctions économiques à appliquer à la Russie, eh bien veulent acheter du charbon. Alors malheureusement, on peut se dire, c'est pas grave, du charbon, une fois qu'on aura éliminé la production d'électricité avec du charbon, le pétrole, comme il n'y en a pas des quantités énormes, il suffit d'épuiser le pétrole et puis on s'en sortira. Malheureusement non, on est capable de faire du carburant liquide avec du charbon. Donc Hitler l'a fait pendant la guerre, puisqu'il n'a pas été capable d'aller chercher les puits de pétrole en Russie qu'il cherchait à aller chercher. C'est pour ça qu'il est rentré en guerre avec la Russie plus tôt que prévu. Il lui fallait le pétrole pour faire tourner son appareil de guerre. Et donc il a commencé à installer des usines avec le procédé Fischer-Tropsch qui permettait de liquéfier du charbon. Alors je ne vous dis pas la consommation d'énergie qu'il faut pour produire un litre de pétrole avec du charbon et les émissions de CO2 associées. Ceci dit, ça intéresse beaucoup les Chinois, puisque les Chinois, avec les routes de la soie notamment, ont construit depuis 15 à 20 ans une stratégie d'autonomie justement sur tous les produits, terres rares, énergie, etc. et sécurisent leur alimentation de tous ces métaux et matériaux avec l'Afrique, Madagascar, tous les pays où ils peuvent, ils font des ports, ils font ce qu'il faut pour sur 40 à 50 ans. Eux, ils sont bien dans la stratégie plan à planifier à très long terme pour vérifier que tout ça. Donc ils se disent, finalement, pétrole, on est obligé d'en acheter, aux Russes, machin, on ne sait pas trop comment tout ça va tourner. Par contre, du charbon, on en a encore un peu. Et puis il y a les Australiens qui sont juste à côté, alors eux, ils en ont beaucoup. Donc on a des ressources de charbon pas très loin. Donc ils commencent à construire, vous voyez, des usines de liquéfaction de charbon. Alors c'est pas 3 tonneaux dans un petit machin, vous voyez la belle usine. Vous avez un camion citerne, je ne sais pas si vous voyez la taille, pour justement produire du carburant liquide. Donc vous voyez, il y a 20 millions de tonnes de charbon qui sont avalées chaque année pour produire 2 millions de tonnes de diesel. Et quand on lit un peu la presse spécialisée, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup qui toquent à la porte du gouvernement pour essayer d'en construire aussi aux États-Unis, puisqu'il y a beaucoup de charbon aux États-Unis aussi. Ils se disent, le pétrole de schiste, il y a un moment où ça va peut-être être trop coûteux à produire, etc. Si on pouvait produire du pétrole avec du charbon, ce serait quand même pas mal. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, en gros.
Alors si on zoome un peu sur la Chine, parce que j'ai vu des trucs en ce moment sur la Chine, qui dit « Ah, c'est formidable, ils ont réussi à faire leur révolution énergétique, ils ont battu tous les records de construction de nombre d'éoliennes, de solaires photovoltaïques, etc. Sauf que chaque année, ils augmentent leur consommation de charbon aussi. Voilà. Donc ils ont beau développer effectivement tout ce qui est énergie renouvelable ici, qui est c'est remarquable, hein, 20%, mais ils ont une telle soif d'énergie par l'appareil productif qu'ils sont en train de mettre en place. C'est 20 000 km de TGV, c'est 60 centrales chaque année, c'est des villes de 10 à 12 millions d'habitants qui ont le même niveau que Hong Kong maintenant partout dans le pays. Voilà, la Chine a fait sa révolution, c'est le cas de le dire, en quelques dizaines d'années, et ils consomment de l'énergie comme nous, quoi. Voilà. Et donc, comme ils sont très nombreux, il faut beaucoup d'énergie. Donc, vous voyez, la consommation d'énergie suit une pente qui est assez importante, et malheureusement, elle consomme plus de charbon que les années précédentes, contrairement à ce qu'on pourrait lire dans la presse. Alors, il y a un autre truc qui nous arrive, qui est assez problématique aussi. À chaque fois que je donne une conférence, on ressort un peu paumé. Voilà. C'est effectivement la consommation des data centers, puisque les data centers, une prévision qui était faite ici en 2030, les data centers américains engloutiront autant de courant que près d'un tiers des foyers américains. Donc ça veut dire qu'il va falloir beaucoup d'électricité pour répondre à cette transformation numérique. Alors, numérique au sens large, hein, c'est multiplication de la consommation de vidéos en ligne sur nos smartphones et autres. C'est les crypto-monnaies avec des mineurs, donc c'est-à-dire beaucoup d'ordinateurs qui tournent pour faire vivre cette monnaie numérique. Et puis bien sûr, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Hein. À chaque fois que vous faites une requête sur un moteur de recherche d'intelligence artificielle, comme ChatGPT ou autre, vous consommez 10 fois plus d'électricité qu'une simple requête Google. Donc ça veut dire que quand on utilise l'intelligence artificielle, il faut voir ce qu'il y a derrière et l'utiliser à bon escient. Si c'est juste pour demander à ChatGPT où est le meilleur restaurant dans le quartier, c'est pas la peine. Il vaut mieux utiliser Google maintenant que les agendas papier ont disparu. Voilà, donc on est face à ce dilemme qui est cette augmentation d'énergie accrue dans le domaine du numérique. Actuellement, le numérique consomme à peu près, émet autant de CO2 que tout le transport dans le monde, bateaux, camions, etc. Et ça pourrait augmenter dans les années qui viennent très fortement. Donc un très gros enjeu de réduction de notre consommation d'énergie, y compris sur ce plan-là. Donc l'enjeu carbone, il est là. C'est une planche que j'avais déjà présentée, donc c'est la même que tout à l'heure, hein, avec notre grosse quantité de charbon disponible dans les années qui viennent. Comme il faut atteindre la neutralité carbone avant 2050, il faudrait qu'on laisse tout ça dans le sol. Voilà, donc il faut laisser 70% des énergies fossiles disponibles sur Terre dans le sol, si on ne veut pas dépasser 2% de réchauffement climatique. Donc c'est très très compliqué, parce que du coup on a un beau gâteau à notre disposition, qui nous permet d'avoir un mode de vie tel qu'on le connaît actuellement. Et actuellement, il y a 3-4 milliards de personnes sur Terre qui aimeraient bien vivre comme nous, hein, avoir une voiture, avoir des week-ends, avoir une retraite, avoir des supermarchés bien garnis, avoir chaud l'été et froid l'hiver, etc. L'inverse, etc. Mais c'est pas possible. Il n'y a pas assez d'énergie sur Terre pour ça. Et si on fait tous pareil, eh bien, on n'y arrivera pas sur un plan du changement climatique. Donc c'est pour ça qu'on doit être exemplaire. Ça doit passer par nous. On doit justement montrer la voie et aller vers une neutralité carbone en 2050. J'en arrive à la conclusion. Depuis 150 ans, la consommation d'énergie fossile a fait notre mode de vie dans les pays industrialisés. Il faut bien avoir conscience. Hein, nos vacances, le fait qu'on ait des week-ends, le fait qu'on n'ait pas peur de l'avenir, qu'on soit en sécurité dans la rue, qu'on ait des supermarchés où on peut trouver de la nourriture en abondance, etc. Ce qui était complètement fou, hein, pour nos ancêtres pendant 6 millions d'années. On a perdu cette notion-là. Eh bien, l'énergie fossile fait notre mode de vie. Pour rester en dessous de 2 degrés de changement climatique, il est nécessaire de quasiment plus consommer
ces énergies en 25 ans, ce qui est un défi total. Nous sommes toujours en augmentation de consommation des énergies fossiles, c'est-à-dire que voilà, ça fait le club de Rome, ça a 50 ans, ça fait 50 ans qu'on dit qu'il faut faire et on n'y arrive pas. L'Europe est encore dépendante à 50% de la fourniture d'énergie, c'est plutôt 60%, c'est pas 50%, par des pays producteurs extérieurs à l'Union. L'Europe est en risque géopolitique et financier si il y a une explosion à nouveau du prix des énergies fossiles, comme on l'a connu en 2022, où le prix a fait x4, x5, x6 sur le gaz, l'électricité, parce que tout se suit. Le prix de marché est là pour ça. Et au-delà de l'enjeu de changement climatique, donc il est urgent de ne plus consommer d'énergie fossile pour gagner, du coup, en souveraineté. Si on veut protéger nos enfants dans les années qui viennent, il est urgent de ne plus dépendre de ces pays producteurs d'énergie fossile. Voilà. Comme à chaque fois, je plombe entre ce qu'on devrait faire et puis la réalité. Je sais, c'est des questions. T'as pas trop parlé de la Russie, là. Tu peux. Mais ils ont d'énormes quantités d'énergie, ils ont beaucoup de ressources, il y a des territoires où ils n'ont même pas encore exploré les possibilités du sous-sol, donc ils ont des surfaces énormes. Et ce qui est un peu dramatique pour nous, c'est que le réchauffement climatique, ils s'en foutent un peu, parce que si la Sibérie devient un grenier à blé, bon, après que toute la bande équatoriale soit inhabitable, parce que si on suit les courbes, à partir du moment où on dépasse 37 degrés de moyenne, c'est au-delà du corps humain, le corps humain, par sa transpiration, il n'arrive plus à vivre à l'extérieur. Donc il y a une température au-delà duquel toute la bande équatoriale, elle sera invivable. Donc ça veut dire qu'il y a 2 ou 3 milliards d'humains qui vont vouloir migrer, ne plus vivre dans les endroits où c'est invivable. Et là, ça va être très compliqué pour les démocraties. Il faut être sacrément costaud pour... je pense qu'on ne va pas arrêter la construction de murs. Si vous avez des actions à acheter chez les constructeurs de murs, là, on va construire des murs, là, c'est sûr. Voilà. Et on le voit en ce moment, même sur un plan politique, ça se tend, pour ne pas dire plus. Donc la Russie nous regarde, ils sont sereins. Ils ont ce qu'il faut, ils ont les ressources, ils ont l'arme nucléaire aussi pour nous faire peur, ils ont suffisamment d'éléments pour regarder les choses avec sérénité pour les années qui viennent. Pas de questions? Il faut réduire notre empreinte. Alors la solution, je l'avais présentée dans une autre conférence. En fait, pour la France, ça a été écrit dans la stratégie nationale bas carbone, plutôt bien, et RTE aussi qui avait fait un certain nombre d'écrits. On sait faire, c'est-à-dire qu'on a la trajectoire pour que la France, par exemple, puisse éliminer complètement les énergies fossiles. Sachant que ce qu'on consomme le plus, c'est le pétrole en France, c'est pas l'électricité. Donc il faut faire 40 à 45% d'économie d'énergie. C'est la base. La base, c'est qu'on fait des économies d'énergie. Sinon, on n'y arrive pas, en fait. À ISO-consommation d'énergie, ça passe pas. Il faut trop de matière pour construire des éoliennes, il faut trop de matière pour construire des panneaux solaires, ça passe pas. Une fois qu'on a fait 40 à 45% d'économie d'énergie, eh bien on va électrifier les usages. Donc il faut éliminer les moteurs thermiques et les remplacer par des moteurs électriques. Ça a 2 vertus, c'est qu'on est capable de faire l'électricité avec plein de moyens, nucléaire, éolien, solaire, etc. Et ça a un très bon rendement. C'est-à-dire qu'un moteur électrique a un rendement de 90%, voire même plus, alors qu'un moteur thermique, c'est une catastrophe. Il y a 55% qui part en chaleur dans un moteur thermique. Donc on gagnerait en rendement. Donc ça c'est double vertu. Donc ça veut dire qu'il faut produire plus d'électricité. C'est-à-dire que même le fait d'avoir baissé de 40 à 45% notre consommation d'énergie globale,
l'électricité qu'on produit actuellement n'est pas suffisante. Il faut produire un tiers d'électricité en plus par rapport à ce qu'on produit actuellement. Et ça, RTE a fait plusieurs scénarios. Le médian, celui qu'on est en train de prendre en gros, il faut faire x10 sur le solaire photovoltaïque en France, par rapport à la situation actuelle, x10. Il faut faire x3 sur le solaire terrestre. Il faut implanter 3 fois plus d'éoliennes. Il faut faire 50 champs d'éoliennes offshore autour de nos côtes. Et il faut faire 6-8 PR dans les 15-20 ans qui viennent. Avec tout ça, on peut se permettre d'éliminer quasiment 98% des énergies fossiles en France. Il faudra aussi développer des capacités de stockage. Oui, stockage électrique notamment, ouais, bien sûr. Ouais, ça veut dire, comme on aura une alternance de production forte, il faudra stocker. Alors tout ça, ça coûte cher, hein, ça coûte 2000 milliards. Hein. Faire 40 à 45% d'économie d'énergie, notamment dans les bâtiments, on sait faire, hein, il suffit d'isoler, remplacer les fenêtres, triple vitrage, etc. Améliorer les process industriels dans les usines, mettre des pompes à chaleur de très haute capacité en coefficient. Mais il faut beaucoup d'argent. Et donc ça avait été chiffré, alors mes chiffres sont un peu vieux, là, ça a 4-5 ans, mais ça avait été chiffré à 1000 milliards pour la France, rien que pour isoler correctement les bâtiments. Voilà. Donc si vous comptez la même chose pour les usines, les bureaux, etc., pour ajouter 1000 milliards, donc ça fait 2000 milliards rien que pour baisser de 40 à 45% notre consommation d'énergie. Et puis je pense qu'il faut rajouter le même ticket pour construire tout l'appareil productif qui va avec, le x10 sur le solaire photovoltaïque, etc. Sachant qu'actuellement on ne produit pas les panneaux, hein, on les achète en Chine. Voilà. Puis tous les matériaux rares qui servent notamment des éoliennes, etc. On ne sera pas neutre en carbone complètement. C'est-à-dire que l'éolienne, c'est beaucoup de ciment au pied pour faire le lestage, c'est de l'acier, c'est du cuivre pour les bobinages, tout ça. Donc sur une éolienne et du solaire, on est à peu près à 48 grammes de CO2 par kilowattheure. On n'est pas complètement... voilà. On n'est pas au charbon de bois du Moyen-Âge. Et la durée de vie d'une éolienne, en fait, on ne les exploite pas jusqu'au bout, parce que comme les technologies évoluent, les rendements s'améliorent, ce que font les opérateurs, c'est qu'ils les gardent 20 ans, qui est la durée de vie du contrat de rachat d'électricité, puisqu'ici il y a un contrat d'achat d'électricité, et puis ensuite ils remplacent l'éolienne par une éolienne, si possible, si les riverains sont d'accord, plus haute, avec un meilleur rendement, puisque les câbles sont en place, tout le système électrique est en place. Il n'y a plus qu'à évacuer l'électricité. Et les premiers sont en train de se faire. Là, on a les premiers champs d'éoliennes en France commencent à avoir 20-25 ans. Et du coup, il y a ce qu'on appelle un upgradage. Donc, on upgrade les éoliennes pour qu'elles aient un meilleur rendement. L'éolien en mer, on verra. Là, c'est vrai que ça va être compliqué parce que les tempêtes vont s'intensifier aussi, malheureusement, avec le changement climatique. C'est-à-dire que comme on réchauffe la planète, on a plus d'énergie, donc c'est avec les cyclones, les tornades, etc., les tempêtes qui nous arrivent de l'ouest vont être plus puissantes. Donc il faut que tout ça, ça résiste effectivement aux tempêtes, au sel, enfin l'environnement est plus agressif. Mais bon, les opérateurs qui font ça, c'est des opérations privées. Hein. Il y aura même un champ là, qui a été remporté par Total Energy. Donc ils font des études pour que ce soit rentable. Donc sur 20 ans, c'est généralement rentable. Oui. Oui, j'ai des exemples en province où la méthanisation et puis les panneaux solaires prennent la place au détriment des terres agricoles. Oui, ça c'est très mal vécu. Et, je ne vois pas la solution pour trouver un accord avec tout le monde. Bien sûr. Oui, on va être. La terre, voilà, on va devoir faire des choix sur ce qu'on fait de la terre, notamment. Est-ce qu'on doit faire des agrocarburants pour alimenter des avions, pour aller passer une semaine à Punta Cana? On aura des choix de société qui seront importants dans les années qui viennent. Voilà, la Chine, par exemple, a des 2-3 000 avions qui sont en construction actuellement, qui vont être livrés. Donc voilà, c'est tout ça le paradoxe. Hein. Mais je pense que l'Europe, elle a
elle a son truc à jouer. C'est-à-dire que, comme justement on a cette contrainte de ne pas avoir d'énergie fossile sur notre sol, on doit montrer l'exemple, quoi. On doit être capable de dire, regardez, nous on fait cet effort, même si ça nous coûte peut-être effectivement en mode de vie, parce que si on fait des efforts, isoler des bâtiments, ça fait pas rêver, quoi. Ça fait pas rêver, c'est mieux de construire un truc qui se voit, une nouvelle salle de sport ou je sais pas quoi, donc ça fait pas rêver, mais en même temps, si on l'explique bien, on peut dire qu'on prépare l'avenir. Voilà. Et du coup, grâce à ça, on ne sera pas dépendant d'une fluctuation du prix des énergies fossiles dans les années qui viennent, donc on protège le niveau de vie de nos habitants. Dit comme ça, même si on ne parle pas de changement climatique, hein, dit comme ça passe tout de suite mieux. C'est bien pour ça que c'est dommage que les COP ne donnent pas des résultats homogènes. C'est ça. C'est difficile de... Alors surtout qu'on a des abrutis comme Trump qui disent que le changement climatique n'existe pas. Voilà, donc les 4000 pages de rapport du GIEC, je pense que lui-même, alors il dit que Zelensky n'a peut-être pas lu sa proposition d'accord, mais je pense que lui il n'a pas lu non plus le rapport du GIEC. Même le petit condensé qu'il fait là, pour les dirigeants, hein, qui fait quelques pages. Mais ça l'emmerde, en fait, il ne veut pas regarder. Voilà, c'est tout. Ils produisent du pétrole, ils produisent du gaz, ce qu'ils regardent, c'est les dollars qui sont derrière. Oui, il interdit même les actions pour la réduction des énergies fossiles. Exactement. Et il empêche les scientifiques de travailler sur le sujet. Il ferme les agences de météorologie qui, aux États-Unis, permettaient justement de mesurer les niveaux de CO2. Donc les 427 ppm, là, c'est l'agence qui l'a fermé il y a quelques mois. Donc on n'était même pas capable peut-être de vous montrer le nouveau chiffre là dans quelques mois, quoi. Donc voilà. C'est pour ça que je dis que ça se tend, c'est que on est en train de partir à l'inverse de là où on devrait aller, quoi. Donc il faut tirer la sonnette derrière. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des pompes à chaleur, mais je croyais que c'était pas bon pour se dégager. Ah non, le pompe à chaleur, c'est la thermodynamique, hein, c'est-à-dire que c'est la compression d'un gaz. Quand vous gonflez votre vélo, votre pompe à vélo, elle chauffe. Donc c'est le même système. C'est le système d'un réfrigérateur. Hein. Lui, c'est l'inverse. Il va mettre du froid à l'intérieur et il va mettre du chaud à l'extérieur. Donc c'est tout simplement de prendre de l'énergie à l'extérieur pour la réinjecter dans le bâtiment. Et comme on a cette compression qui nous permet de gagner en rendement, on a maintenant des pompes à chaleur qui ont des coques de 5-6. Donc pour 1 kWh d'électricité consommée, on va produire 5 à 6 kWh thermiques dans le bâtiment. Ce qui est vraiment excellent. Je vais vous donner l'exemple de ma mère. Vous pouvez aller voir son pavillon qui est juste en haut, 3 allées des Pins. Elle avait une chaudière fioul. Elle consommait 1000 € de fioul par an. Mon père avait bien fait les choses, il avait isolé le pavillon, donc un pavillon isolé. On a fait installer une pompe à chaleur qui fait 8 kg, donc une puissance qui n'est pas énorme, hein, par rapport à une chaudière gaz qui peut faire 30 kg ou 5 kg pour un pavillon de ce type-là. Et donc là, ça fait 4 ans maintenant qu'elle fonctionne, ça lui coûte 500 € d'électricité, c'est-à-dire qu'elle a divisé par 2 sa facture d'énergie, et elle n'émet quasiment plus de CO2, puisque d'année en année, comme on ferme les centrales à charbon, on a un taux de CO2 maintenant qui est autour de 26-27 grammes de CO2 par kilowattheure, donc c'est quasiment rien. Donc non seulement elle est neutre en carbone, quasiment, mais en plus elle a divisé sa facture par 2, sans effet sur l'extérieur, quoi. Oui, c'est pompe à chaleur RO. Oui. RR, c'est ça. C'est RR, Alors peu importe, hein, soit vous soufflez de l'air chaud, soit vous réchauffez de l'eau dans un circuit. C'est le même principe. C'est le même principe, c'est toujours une pompe à chaleur qui va utiliser la thermodynamique pour produire de la chaleur en pompant de l'énergie à l'extérieur. Vous avez par exemple Massileo à Marseille, où on prend de la chaleur dans la mer. Donc il y a pareil, le même système, on fait circuler d'énormes quantités d'eau de mer. Alors du coup, on va la refroidir de quelques degrés, on la pompe à 12 degrés par exemple à 40 mètres de profondeur, puis on va la rejeter à 8 degrés. Comme on fait ça avec beaucoup de quantité, grâce aux pompes à chaleur qui sont derrière, on va monter de l'eau à 70-80 degrés qui vont alimenter ensuite plein de bâtiments derrière le port de Marseille, des immeubles, etc.
Donc toute source de chaleur est bonne à prendre. Alors il y a d'autres géothermies, hein, j'en profite, là je suis à Saint-Michel-sur-Orge. Donc vous allez bénéficier du réseau de chaleur de la Serre, donc société publique, 100% publique, qui a mis en place des forages sur donc le Dogger. Donc le Dogger, c'est une nappe phréatique à 1800 mètres de profondeur sous le bassin parisien. De Chartres jusqu'à Reims. Voilà, qui fait tout le bassin. Tout le bassin. À Grigny, c'est sur 30 mètres de profondeur. 1800 mètres. Hein. Pour aller chercher de l'eau à 72 degrés, il faut quand même descendre assez bas. Mais c'est de l'eau salée, puisque c'était la mer avant, c'était le bassin, enfin c'était avant que ça se remplisse de sédiments, on était au fond de la mer, à 1800 mètres de profondeur ici. Et donc on a de l'eau, enfin de l'eau salée à 70 degrés. Et donc à Grigny et à Ris, les forages. Ça fait des travaux gigantesques. Voilà, c'est 15 millions hein, par forage, donc c'est pas rien. On va pomper cette eau et l'été, on n'a même pas besoin de la réchauffer, elle suffit pour le jeu sanitaire. Et on alimente Grigny 2, la prison de Fleury-Mérogis, l'usine Coca-Cola, tous les bâtiments autour du U de Saint-Hubert, de Saint-Genève-des-Bois. Et puis cette année, le Bois des Roches. C'est la même chose ici. Voilà. Le Bois des Roches va être accordé. On a ça depuis Chartres jusqu'à Reims. Alors la nappe. Oui. La nappe. Alors il y a des endroits où la nappe, elle est compliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'eau, elle est trop profonde. Voilà. Là on a l'avantage, quand on fore près de la Seine, Grigny, Griche, etc., c'est qu'il n'y a pas de profondeur, pas trop de profondeur, 1800 mètres. Ailleurs il y a peut-être 2000, 2200 mètres à faire pour aller chercher de l'eau salée. Puis après il faut la consommation autour. C'est quand même coûteux. Là, c'est 2 fois 50 millions d'euros d'investissement public. Donc ça veut dire qu'on crée un ouvrage collectif qui nous appartient à tous, qui fait 100 millions d'euros et qui va permettre à beaucoup de gens qui vivent dans des bâtiments collectifs de bénéficier d'une énergie renouvelable et avec une très grande stabilité de prix, puisque dans votre prix de vente de chaleur, ce seront essentiellement des remboursements d'emprunts, qui sont, eux, fixes sur 20 ans. Il n'y a pas d'énergie en fait, il y a très peu d'énergie. Un peu de gaz, parce que l'hiver, c'est pas assez chaud. Il faut monter de 10 degrés. Donc il y a et puis ils vont installer aussi des pompes à chaleur de forte puissance. Donc on est obligé de booster un peu la chaleur pour alimenter le réseau de chaleur l'hiver. Donc on n'est pas à 100% d'énergie renouvelable. On est à 70, 80 dans les meilleurs des cas. On va dire 70. Mais c'est déjà bien. Ça veut dire que 70% du prix est indépendant de la fluctuation du prix des énergies fossiles dans l'avenir. Donc on protège les habitants du Bois des Roches, voilà, de la fluctuation du prix des énergies fossiles dans les années qui viennent. Donc, et à Grigny, pareil, ou c'est... Et à Grigny, c'est pareil. C'est le même réseau. Hein. La ville la plus pauvre de France. Voilà, la ville la plus pauvre de France, il y avait notamment Grigny 2, hein, qui était la plus grosse copro à l'époque, qui était en paupérisation extrêmement forte, 3 millions d'impayés sur la facture de chauffage qui a été obligé d'être repris par la puissance publique. Tout ça maintenant voilà, est alimenté en énergie renouvelable. Donc on est effectivement capable hein, de faire des choses, mais il faut avoir la volonté politique. Je peux vous dire que la directrice de la Serre, qui est la société qui pilote le réseau de chaleur, s'est battue comme une chienne pour avoir les emprunts, etc. Ce qui est complètement scandaleux. On est en train de construire un outil qui va permettre à des centaines de milliers de personnes d'avoir une énergie non émettrice de CO2 et moins chère. Et elle est obligée de se battre pour avoir un peu d'argent à la BCI, un peu d'argent à la Caisse des dépôts. Voilà, vous êtes sûr. Voilà, donc c'est pas simple. Il faut se battre. Pardon ? Il y aura certainement à un moment donné des taxes. Alors pour l'instant, à partir du moment où vous êtes supérieur à 50% d'énergie renouvelable sur un réseau, vous bénéficiez d'une TVA à taux réduit à 5,5. Croyez pas. Et c'est bien, enfin, je veux dire, c'est de bonnes initiatives, ça montre qu'on est capable. Nous, sur Saint-Genève-des-Bois, que je connais mieux, l'arrivée des réseaux de chaleur, c'est 4000 tonnes de CO2 en moins par an sur nos bâtiments. Ça nous fait, on a fait un tiers du chemin vers la neutralité carbone, rien qu'avec du réseau de
chaleur. Il suffit après le reste des bâtiments, une petite chaufferie biomasse ici, une pompe à chaleur bien faite là. Enfin, on est capable de construire ce chemin. Mais il faut les ingénieurs pour ça, il faut l'argent, il faut le système juridique et financier derrière qui va bien, il faut que ce soit une priorité. Et actuellement, c'est passé en second plan. Et puis il faut pouvoir effectivement aussi permettre à ce savoir-faire d'être utilisé sur les autres pays européens. Européens et mondiaux. Si on veut aller vers la sobriété énergétique, après on peut vendre aussi ce savoir. Exactement. Ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'Inde, on a tous intérêt à ce que l'Inde ne passe pas par la cage charbon. Mondialement, quoi. On devrait tous, là, ils demandaient, l'enjeu pour la COP, c'était aussi comment on dégage 100 milliards d'euros par an pour aider les pays en voie de développement justement à décarboner. On n'a pas réussi. Chacun vous êtes sûr, je vais donner 5 milliards. Alors que les États-Unis, c'est 800 milliards de dépenses par an en défense. Rien que les États-Unis. La Chine, c'est 400 milliards, et en 2030, ils auront rattrapé les États-Unis. Donc à eux deux, c'est 1600 milliards de dollars de dépenses de défense. Donc on est en train de se faire la guerre et de construire des missiles, plutôt de construire des panneaux solaires et des éoliennes. Donc on est en train de partir à l'inverse de ce qu'on devrait faire. Voilà, donc il faut tirer la sonnette d'alarme, quoi. Il faut... Alors c'est quoi la prime rénov aujourd'hui? La prime rénov, je sais pas où elle en est, tiens. Ouais. J'ai perdu le fil de la prime rénov. Ma mère en a bénéficié. Alors oui, ce que je vous ai pas dit. Ce que je vous ai pas dit, 16 000 € le changement de la chaudière fuel en pompe à chaleur pour ma mère. C'était 14 000 €, je crois, le changement complet, pompe à chaleur. Et il y avait 2 000 € de plus pour vidanger la cuve fuel, la dégazer et la remplir de sable. Pour faire un truc à peu près clean. Ma mère, elle a payé 250 €. Ouais, j'ai monté les dossiers de demande de subvention. Un tiers par l'État, justement, un tiers par les C2E et un tiers par le département. À l'époque, le département a encore de l'argent. Et j'ai pu bénéficier, elle a pu bénéficier de la prime du département. Donc effectivement, vous vous rendez compte, elle ne paye pas d'impôts, elle n'est pas bien riche, la pauvre. Donc elle a payé, elle est éligible, quoi, aux différentes aides. Donc c'est vrai que... Mais ça suppose une ingénierie derrière ça, j'en ai bien chié pour faire les dossiers de subvention, quoi. Donc c'est ce que j'arrête pas de dire aux politiques que je croise régulièrement, c'est qu'il faut construire un service public de la rénovation énergétique. C'est-à-dire avoir des professionnels qui vont venir chez vous au début, c'est quoi votre habitat, qui vont réfléchir avec vous à quel type de travaux il faut mettre en place qui va permettre de générer plus d'économies d'énergie à l'euro investi, et puis ensuite vous accompagner sur les devis, vous accompagner sur les demandes de subvention, et vous accompagner sur le résultat obtenu par les entreprises qui ont fait les travaux jusqu'à signer le procès-verbal avec vous de réception de travaux. Et ça, on gagnerait tous à avoir des gens compétents là-dessus. Voilà. Mais c'est du personnel, donc c'est pas trop dans la tendance actuelle. Voilà. Bien. Il y a d'autres questions? Il y avait une question. L'assistance, effectivement, pour faire ce type de travaux, elle est indispensable. Vous avez vu ce que ça donne avec les arnaques qui sont tournées autour de tout ça aussi. C'est ça. C'est ça. Ah oui. Donc, pour que les gens n'aient pas peur, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont freinés, parce qu'il y en a un qui va lui vendre une installation solaire machin, l'autre va venir le voir, mais regardez ma pompe à chaleur comme elle est belle, l'autre, il faut changer les fenêtres de tel type, tellement, mais tout ça, mais ça va faire quoi sur ma facture, sur mon bilan CO2 donc les personnes, c'est normal, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Puis alors, je ne parle pas des aides. Voilà. Monter les dossiers. Il faut faire tel dossier avant celui-là. Il faut qu'il y en ait un qui se déclenche, donc il y a un vote qui doit être déclenché ici avant de déclencher l'autre. Il faut du Doliprane pour... Moi, je l'ai fait pendant le Covid, j'avais tout le temps, donc ça s'est bien passé. Voilà, alors s'il faut un Covid à chaque fois. Faire un dossier. Les gens, je sais pas. Mais il faut du temps. Voilà.
Ça m'a coûté du temps, mais tu as que ça à faire. Voilà. Mais je suis arrivé tout seul de chez moi. Alors, il y a des conseillers info-énergie à l'aglo, ils sont 2, mais c'est pas leur mission. Leur mission, c'est de vous aiguiller, en fait. On peut dire, commencez par ceci, faites cela. Mais ils sont pas en assistance à maîtrise d'ouvrage. Il faudrait un assistant à maîtrise d'ouvrage. Vous signez un mandat avec un agent d'État, je pense. Vous signez un mandat et vous lui dites accompagnez-moi. C'est moi qui vais signer, mais vous allez m'accompagner sur les différentes phases pour me sécuriser, en fait, depuis le début jusqu'à la fin. Mais en sous-entendu de tout ça, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on rédige notre train de vie aussi? On a des questions à se poser sur qu'est-ce qui est prioritaire. Ouais. Qu'est-ce qui est prioritaire. Et peut-être même réduire notre train de vie par rapport à nos populations ailleurs. Actuellement, l'arrivée des Chinois, la Chine et Chine a été nue. C'est 800 avions qui partent tous les jours de Chine pour aller distribuer les colis commandés par Internet. Donc vous cliquez, vous êtes dans votre plumard, tiens, je vais commander le dernier chapeau à 3 €. Et puis, il y a toute une mécanique qui se met en branle, et à chaque fois, c'est des kilos de CO2. Et ça vous arrive à 3 €, mais ça a 10 kilos de CO2 derrière, chargé. Donc on a des sujets de fond comme ça qui sont très importants. Voilà. Il faut une volonté politique aussi. Individuel, je dis pas. Oui, aussi, déjà individuel. Collectif. On est là. Ok, merci. Voilà. Bon, merci. Donc la prochaine conférence, c'est mardi 20 janvier sur l'Arménie. Un siècle de lutte pour survivre. C'est Thomas Siboulet qui viendra nous en parler.